Bonjour à tous, ici Eol. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Northgard. Alors comme vous le voyez, nous allons faire des games solo dans laquelle je vais vous expliquer le principe même du jeu. Par la suite, dans d'autres vidéos, je vous montrerai également les différents clans du jeu. Je vous dirai également quels sont leurs avantages, leurs inconvénients et quel est plutôt le type de victoire qui leur correspond. Mais d'abord, nous allons commencer par le clan du cerf. Je vous expliquerai à la fin quels sont ses réels avantages. Allons-y, c'est parti. Comme vous voyez, nous entrons dans une zone limitée qui peut être étendue, mais nous y reviendrons plus tard. Commençons par un truc important. Nous avons 4 critères principaux. Le bonheur, la nourriture, le bois et la place pour la population. Pour accroître le bois, il faut commencer par un camp de bûcheron comme je viens de le faire. Et pour accroître tout le reste, il faut aussi pouvoir s'étendre. Pour s'étendre, il faut surtout découvrir les autres zones, donc créer un camp d'éclaireurs. Prenons le temps de tout expliquer, je ferai des coupures par la suite. Comme vous le voyez, les bâtiments prennent un temps de construction. Ce temps est parfois assez long selon la structure du bâtiment, selon son importance, sa taille, etc. Comme vous le voyez, dans la maison commune, il est important de noter que le bonheur permet de créer plus de population. Notons également que plus le bonheur est élevé, plus la vitesse de création de nouveaux habitants est élevée. Notons également qu'il est obligatoire d'affecter un villageois à une tâche. Toutes ces tâches sont gratuites, sauf les tâches militaires. À l'heure actuelle, comme vous le voyez, notre explorateur va automatiquement découvrir les zones en noir. Une fois la zone découverte, maintenant, nous pouvons voir qu'elle peut soit regorger de ressources, soit ne pas en avoir. Il peut également y avoir des unités hostiles, comme ici le loup, et en l'occurrence, ici nous avons des moutons. Ces moutons servent uniquement à réduire la consommation de bois de chauffage pendant l'hiver, sauf pour un clan, que nous verrons dans une autre vidéo. L'exploration pouvant être assez longue, coupure jusqu'aux 2 prochaines zones. Et voilà. Alors, comme vous voyez, on a une terre fertile, mais dans cette zone, il y a un loup, du coup, on va être obligé de construire des troupes. Comme vous voyez, voilà. Je vous conseille également, dans les zones côtières, de mettre des tours. Ces tours vous protègent et certaines civilisations sont capables de vous envoyer des fantômes. Donc, comme les fantômes sont assez violents, je vous conseille très vivement de faire des tours. En attendant, nous allons prendre la zone juste au nord, car pas d'unité hostile. Pour prendre une zone, ça va vous coûter de la nourriture. Donc faites très attention de ne pas en prendre juste avant l'hiver, ça peut vous coûter très cher. Et comme vous voyez également au sud, encore des terres fertiles, mais nous verrons plus tard. Mon villageois est donc devenu un guerrier. Ce guerrier va attaquer le loup et on va récupérer la zone. Comme vous voyez, les barres de vie diminuent de chaque côté. Bon, pour un loup, c'est relativement simple. Il faut savoir qu'il y a 4 types d'unités. Il y a le guerrier, le lanceur de hache, le porte-bouclier et l'unité d'élite. Certains clans ont d'autres unités, mais nous les verrons plus tard. Comme vous le voyez en haut à droite de l'écran, donc ça c'est normal, c'est pas moi qui l'ai ajouté, il y a une arborescence. Cette arborescence est en 3 catégories. Il y a le militaire qui est au milieu, la structure, ou enfin le développement en tout cas, en haut, et enfin tout en bas, c'est tout ce qui est économique. Mais continuons sur notre lancée initiale, nous allons construire incessamment sous peu, voilà, un champ. Ces champs génèrent de la nourriture uniquement en été. Jamais en hiver, au printemps ça en donne plutôt pas mal, en automne aussi, mais vraiment en hiver ça n'en génère absolument pas. Ils sont convertis entre guillemets en villageois, ils ne peuvent récolter que de la nourriture dans la zone, et rien d'autre. Le bâtiment étant bientôt terminé, il est temps de s'attaquer à une autre structure, la mine. Vous pouvez récolter sur la carte du fer ou de la pierre, sur cette partie en tout cas. La pierre sert uniquement à améliorer vos bâtiments, donc amélioration de performance, mais également vous pouvez recruter une personne de plus, voire 2 selon les clans et selon les bâtiments, pour la production de différents types de ressources. Donc plus de bûcherons pour le bois, plus de fermiers pour la nourriture, etc., etc. Mais parlons un peu des zones. Comme vous le voyez ici, il y a un marais. Ce marais est une zone inhabitable. Vous pouvez quand même construire quelques structures, mais ce n'est pas très pratique. Vous ne pouvez pas construire dans l'eau, vous ne pouvez pas construire sur la roche, c'est pas pratique. Ensuite, il y a cette zone. Cette zone est remplie de cerfs. C'est une des rares zones dans lesquelles vous pouvez mettre un pavillon de chasse qui vous permet d'avoir de la nourriture
en toute saison, été, automne, hiver, printemps. Quelle que soit la saison, vous aurez toujours autant de production de nourriture. Il faut savoir aussi, comme vous le voyez, qu'il est impossible de construire 2 fois le même bâtiment dans la même zone. Nous pouvons également construire un dock à dracard. Ce dock à dracard est extrêmement important car il vous permet d'avoir 2 victoires différentes. Dans un premier temps, vous pouvez surtout récolter de l'argent avec, qui est extrêmement important, et vous pouvez également avoir du savoir supplémentaire. Il faut savoir que vous pouvez ensuite, un peu plus tard, faire des raids avec vos bateaux, récolter certaines ressources, et avec ces ressources-là, vous pourrez ensuite courir vers une des victoires. Bon allez hop, petite coupure, ça va être long. Comme vous voyez, vous pouvez également construire des maisons qui permettent d'accroître votre place pour la population. Logique, vous me direz. C'est bientôt l'hiver, il arrive, voilà. Alors, comme vous le voyez, la production de nourriture et de bois a drastiquement diminué. Quelque chose d'important à faire, c'est un festin. Les premiers hivers, c'est extrêmement important. Ça augmente toutes vos productions, donc nourriture, bois, or, et également le bonheur. Ça fait extrêmement plaisir aux villageois d'avoir de la nourriture gratuite, qui ne seraient pas contents. Et comme vous voyez, voilà, le dock à dracard vous permet d'avoir 2 types de ressources. Je vous conseille très vivement de prendre le savoir dans un premier temps. La renommée, on s'en fiche un petit peu. Enfin, ça dépend des victoires. Mais en l'occurrence, en début de partie, c'est extrêmement important. Bon allez hop, petite coupure, ça va être long. Comme vous pouvez le voir, juste en haut, ça nous prévient que nous sommes attaqués. Nous sommes actuellement attaqués par un loup. Il faut savoir qu'il y a plein de troupes hostiles sur la map, et que ça peut arriver assez régulièrement que vous fassiez attaquer. Surtout si vous êtes à côté d'un bâtiment de production, entre guillemets, d'unités hostiles, donc une tanière de loup en l'occurrence pour les loups, ou un sanctuaire de drogue, je crois, de mémoire, pour les drogues. Mais nous les verrons après. Tant qu'à être dans l'arbre du savoir, autant en parler. Chaque clan, j'ai bien dit, a exactement le même arbre. La différence réside dans quelques améliorations qui sont différentes selon les clans. Par exemple, nous avons notre chef qui a un pourcentage de points de dégâts augmenté en fonction du bonheur du peuple global. Mais ça, c'est une upgrade qui arrivera bien plus tard. Et en parlant de savoir, comme vous voyez la structure au-dessus, est une pierre de savoir. Il y en a parfois sur la carte. Vous pouvez également en construire avec de la pierre, et vous pouvez simplement mettre un villageois dessus, ça créera du savoir supplémentaire, et vous permettra d'avoir plus de technologie. Étant donné que les parties seront assez longues, je vais m'abstenir cette fois-ci de dire quand je ferai des coupures. Mais juste avant, la fin de l'hiver approche, donc je vais vous montrer un petit truc. Paf, vous voyez, nous avons eu toute la production qui a drastiquement augmenté. Voyons aussi également qu'à cet endroit où je suis là, il y a un peuple de PNJ, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont des kobolds en l'occurrence ici. Il y a plein de civilisations neutres qui peuvent soit vous aider, soit vous attaquer. En l'occurrence, il faut savoir que les elfes noirs sont assez agressifs, donc méfiez-vous. Par contre, ils sont vraiment nuls, c'est des chips, donc un guerrier qui pourrait décimer toute leur armée, franchement, ils sont pas très dangereux. Ils sont juste extrêmement agressifs et ça peut être un peu gênant. Et faire des fausses alertes. Là où vous pourriez vous faire attaquer par quelque chose de réellement dangereux. Notez que cette fois-ci, on voit un être extrêmement important. Cet animal peut être soigné une fois que vous avez la zone, et une fois que vous l'aurez soigné, de 1, il vous générera du savoir, beaucoup de savoir, donc là, comme vous voyez, il génère 100 de savoir d'un coup. Par contre, c'est pas sur la durée, c'est vraiment instantané, c'est une quantité de savoir que ça vous donne. Il faut savoir également qu'une fois qu'il est soigné, il part explorer toute la zone. C'est plutôt économique et surtout ça évite que votre éclaireur risque de se faire tuer. Par contre, généralement, il est surveillé par des unités hostiles, comme là en l'occurrence des drogues, comme vous avez vu, il n'y en avait pas qu'un peu en plus, donc ça va être assez compliqué d'aller le chercher. J'avais parlé de la pierre, mais parlons aussi du fer. Le fer sert à quoi? Vous pouvez fabriquer une forge, donc le bâtiment la forge, et ensuite, avec ça, et votre quantité de fer, vous pouvez améliorer les outils de vos unités. Donc vous augmentez en fait tout simplement la production, donc c'est un pourcentage d'augmentation, on passe de mémoire de 10%.
supplémentaires en production, ce qui est plutôt non négligeable sur certaines zones, notamment pour la nourriture par exemple. Quand vous avez un silo, le silo augmente déjà de base de 10 à 20% selon son stade d'upgrade, et également ça vous permet d'avoir beaucoup plus de nourriture avec les bâtiments de base. Il faut savoir que tous les bonus se cumulent et que c'est extrêmement important pour avoir une production assez pérenne et pouvoir attaquer quand vous le souhaitez. Petite coupure sur une météorologie plutôt gênante. Il faut savoir qu'il peut y avoir plein de problèmes météorologiques, donc là en l'occurrence il pleut juste, donc à la limite ça va. Mais il peut également y avoir la foudre, il peut y avoir les séismes, il peut y avoir des éruptions volcaniques, il peut y avoir des tempêtes de neige. C'est parfois pas très coton. C'est même parfois très très gênant. Il faut savoir que la tempête de neige par exemple réduit drastiquement votre consommation de nourriture, de bois, et également votre production. Mais vous le verrez plus tard, j'en ai eu une dans cette partie. Parlons ensuite du camp de médecins. Il faut savoir que le camp de soigneurs est extrêmement important. Ce camp vous permettra d'avoir des soigneurs. Ces soigneurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont quelqu'un soigné, ils soignent. Vous me direz, logique. Pas besoin de les mettre à côté, ils soignent dans toute la zone, donc c'est-à-dire quelque part sur votre territoire, ils soignent. Point. Pas besoin de les déplacer, pas besoin de les mettre à côté du personnage, etc. Ils soignent chez vous. Point barre. Il faut savoir également que quand il n'a personne à soigner, il va chercher de la nourriture. Voilà, donc c'est extrêmement important de les mettre dans des zones où il y a déjà de la nourriture. Ça vous permettra non seulement d'avoir de la production de nourriture supplémentaire en hiver, et en plus de cela, tout simplement, vous pourrez soigner en continu. C'est plutôt intéressant et extrêmement pratique. Il faut savoir qu'il faut en avoir de façon impérative, car lorsque vous recevez de l'attaque, vous allez avoir besoin de vous soigner. Plus vous aurez de troupes qui auront subi du dégât, moins votre bonheur sera élevé. Il faut savoir également que, tout simplement, comme il ramasse de la nourriture, c'est plutôt pratique. Il faut savoir également que vous pouvez vous recevoir des attaques de rats. Les rats contaminent vos villageois, et ensuite, ils perdent de la vie en continu. Si vous n'avez pas de soigneur, ils risqueraient de mourir, ou de se retrouver avec un point de vie, c'est pas enviable non plus. Petit moment assez drôle du point de vue de l'extérieur, je me fais attaquer par des loups pendant un tremblement de terre en plein hiver. Il faut savoir que les tremblements de terre, qu'est-ce qu'ils causent? Des dégâts à vos bâtiments. Vos bâtiments se mettent à brûler, et il faut les réparer. Si vous les réparez pas à temps, ils brûlent jusqu'à ce que la barre de vie soit à 0, et une fois que vous avez plus de bâtiment, vous l'avez dans l'os. Il faudra le reconstruire. Et oui, c'est la joie. Des fois, c'est un peu random. Mais en l'occurrence, ce timing était un petit peu limite, et du coup, pour le coup, c'était assez drôle avec le recul. Pour pouvoir réparer, il suffit de sélectionner un villageois, un vrai villageois et pas un bûcheron ou quoi, parce qu'il faut savoir que les tâches sont des tâches, point. Donc le villageois, il faut le sélectionner et lui demander explicitement de réparer. Comme vous voyez également, je voulais aller récupérer l'oiseau légendaire, et ces andouilles de kobold ont pris la seule zone qui aurait pu m'y emmener. Bon, on verra plus tard ce que je vais faire. Une petite vengeance s'annonce. Petite coupure également pour vous parler de la forêt. La forêt, c'est une zone qui vous augmente de base toute la production de bois. Donc c'est plutôt intéressant, et c'est même extrêmement intéressant pour l'hiver. Pour la consommation de bois, c'est quand même assez vital. Vous voyez également que cette zone, c'est la porte du Helheim. C'est une zone finale. Donc parmi les victoires, l'une d'entre elles est d'arriver dans cette zone, de tuer tous les mobs qui sont ici, d'acheter la zone, et une fois que vous avez tout ça, il faut la tenir pendant 8 mois. Il faut savoir que vous serez attaqué par des unités hostiles, donc en l'occurrence des Valkyres corrompus, mais aussi par toutes les civilisations qui sont autour. Ils vont venir vous péter la gueule, ou en tout cas ils vont essayer. Je vous conseille très vivement, une fois que vous avez la zone, de faire une tour et de mettre toutes vos troupes là-bas. Si vous avez des bâtiments de production, un moyen très simple, c'est de mettre un point de ralliement là-bas, et dès que vous pouvez, vous en envoyez. Mais bon, c'est pas la victoire que je vais faire aujourd'hui, donc nous le verrons plus tard. Comme vous voyez, dans la zone qui est entre guillemets vide, j'y ai construit les bâtiments de production d'or, un comptoir et un marché.
Le comptoir permet de faire des échanges avec les divers peuples. Et le marché qui vous permet simplement d'acheter directement contre de l'or des ressources. Il y a également le bâtiment de production de bonheur. En l'occurrence, celui-ci est spécifique au clan du cerf, qui vous permet également de créer de la renommée. Indispensable pour une victoire, celle que je vais faire dans cette vidéo. Comme vous voyez, pour pouvoir améliorer les autres bâtiments, vous êtes obligé d'améliorer dans un premier temps la maison commune. Une fois que vous avez amélioré la maison commune, vous pouvez améliorer toutes les autres structures. Et là, vous allez voir tout de suite, on peut également, en même temps, créer le chef de guerre. Alors c'est pas forcément lié, c'est surtout lié au fait qu'on avait 15 de fer. Ce chef de guerre peut varier selon les clans. Petit truc assez marrant, si vous avez le chef du clan des ours, vous avez un chef de guerre et un ours. C'est assez marrant d'aller se batailler avec un nounours, mais bon, peu importe. Ce chef de guerre a de base plus de points de vie et plus de dégâts que toutes vos troupes. Et il bénéficie de skills spécifiques que vous voyez en haut à droite de l'écran en points de guerre. Vous le verrez plus tard, avec les points, normalement la prochaine bataille devrait m'en donner. Au pire, coupure. Après ma coupure, je me suis rappelé, je vous avais parlé des fantômes à un moment, non? Bah les voilà. C'est des unités d'élite qui font plutôt mal et qui sont assez pénibles parce que des fois vous en avez une, des fois vous en avez deux, et puis une fois je m'en suis mangé 5 d'un coup, dans la même zone. Ça pique. Mais bon. Pour ça que je vous ai vivement conseillé de mettre des tours. Et bien dans les zones côtières, car le clan du corbeau peut aussi vous envoyer des mercenaires. C'est pas très pratique. Bon allez, j'ai pas trouvé avant, parce que c'est une rediff que je fais. Pour l'enregistrement, j'ai pas trouvé encore de moment d'upgrade pour le héros, donc petite bataille assez marrante contre des drones. Notez que les lanceurs de hache ont très peu de points de vie et sont très fragiles, par contre, c'est des machines de guerre. Ils font du dégât, c'est des trucs de ouf. A noter également que la ruine qui est juste ici, vous pouvez y envoyer un explorateur, il vous permettra de récolter des ressources de façon totalement aléatoire. Ça peut être de la pierre, de l'or, du fer, de la renommée, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout et n'importe quoi. A noter également qu'il y a des ruines côtières avec des bateaux. Plutôt que vous fournir de la pierre, ils peuvent aussi vous fournir du bois. Bon, c'est plutôt sympa. Et voilà. Bon alors, il m'a fallu un vieux loup à la con qui vienne m'attaquer, mais je l'ai eu. Bon, alors, vous avez 3 arbres. Le tacticien, le gardien et le conquérant. Le tacticien est vraiment flex. Vous pouvez autant attaquer que défendre avec. C'est plutôt intéressant quand vous maîtrisez pas trop. C'est ce que je vais prendre moi, sachant que les autres sont vraiment assez spécifiques pour les victoires. Le gardien est vraiment axé à fond sur la défense. C'est vraiment à fond la défense. Et le conquérant est vraiment axé sur l'attaque. C'est-à-dire que vous avez des buffs quand vous n'êtes même pas chez vous. Et en l'occurrence, vous êtes beaucoup plus puissant quand vous n'êtes pas sur votre territoire que quand vous êtes chez l'adversaire. Ce qui est plutôt intéressant, mais il faut faire attention. Il faut vraiment savoir quel type de victoire vous voulez avoir. J'en profite, comme j'ai mon titre Jarl, pour vous montrer les 5 victoires différentes. Vous avez la domination, donc en gros tuer tout le monde, la renommée, donc avoir tous les critères qui sont dedans, donc avoir certaines zones, avoir de la renommée et avoir l'hôtel des rois. Le commerce, donc avoir des points de commerce et des points que l'on gagne grâce aux navires, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. La sagesse, donc simplement avec l'arbre technologique, et enfin celle de la map. Donc en l'occurrence ici c'est le Helheim, et c'est le même principe que les autres maps. Faut savoir que entre l'Yggdrasil, le Helheim et les différentes zones, vous avez différents problèmes qui peuvent se poser. J'en profite pour faire une coupure jusqu'ici. Il faut savoir que ceci est un cromlech, le cercle de pierre. Il vous permet de voir 2 personnes qui font de la recherche pour le savoir, et qu'en plus de ça, dans cette zone, vous avez 20% de production supplémentaire pour tout ce qui est du savoir. Également, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a la tanière de loup sur laquelle je vais faire un petit raid avec mon chef parce que il commence à être un petit peu gênant
hein, à m'envoyer 3 ou 4 loups toutes les 2 minutes, ça commence à être un peu pénible. Il faut savoir que vous gagnez également de la renommée et de la pierre une fois que vous prenez le contrôle d'une tanière de loups. En l'occurrence, il faut aussi savoir que pour le coup, ça vous fait nettement moins de place de construction. J'en profite également pour vous montrer la pire chose qui a pu m'arriver dans ce jeu, l'attaque de rats juste avant l'hiver. Donc je vais me taire et je vais vous laisser admirer le carnage. Juste pour information, comme vous voyez en haut à gauche, vous avez l'information que les rats vous ont attaqué. Vous allez donc avoir des petites têtes de personnes malades sur vos villageois, ils ont peur de la vie, et c'est la joie. En plus de ça, vos médecins vont devoir soigner, donc ne pas récolter de la nourriture, donc vous allez perdre en production de nourriture, et je vous laisse deviner le circuit de domino que ça peut faire. Petite coupure jusqu'à la tempête de neige, donc elle arrive bientôt comme je vous avais parlé. Winter is coming, comme dans Game of Thrones. La différence, c'est qu'il n'y a pas les marcheurs blancs et qu'il n'y a pas non plus le dragon qui va éclater mon mur. J'en ai pas en même temps. Voilà. Alors, regardez comment ma production de nourriture et ma production de bois diminuent comme des tarés. Il faut savoir que parfois, même le festin ne suffit pas. C'est même parfois un coup de couteau dans la plaie. Donc, c'est assez gênant. Bon, étonnamment, mon bonheur n'a pas diminué à ce moment-là, mais j'avais tellement de production de bonheur que c'était pas spécialement gênant. Mais voilà, faut vraiment le prendre en compte et avoir un maximum de production de nourriture qui n'est pas diminuée pendant l'hiver. Donc poisson, chasse de cerf, qui est extrêmement important. Il faut savoir également que si vous vous retrouvez trop en difficulté, vous pouvez arrêter le commerce avec les autres populations, puisqu'il faut savoir que lorsque vous faites du commerce, quand vous faites des comptoirs commerciaux, vous vous retrouvez à échanger de la nourriture contre de l'or, et souvent, quand vous êtes dans la mouise, vous oubliez que vous avez cette chaîne. Et il faut savoir que ça vous diminue de 6 points votre production. Parfois, c'est peanuts, mais parfois, ça compte beaucoup, surtout quand vous avez votre nourriture qui diminue à une vitesse grand V. Bref. Bon alors, comme vous voyez, après avoir tué un elfe noir qui est venu m'attaquer, je ne sais pas pourquoi, je vais m'en prendre au kobold, ils m'ont saoulé, je vais prendre l'amélioration qui augmente ma puissance d'attaque de mon chef de guerre en fonction de mon bonheur. Autant vous dire qu'avec le bonheur que j'ai actuellement, c'est juste insane. Donc je me venge, je tue les loups qui sont chez eux, je tue les kobolds, et je récupère la zone. Surtout, une fois que vous avez pris la zone, n'oubliez pas une chose importante, rajouter une tour. Rajouter une tour, c'est vital pour ce genre de truc. Vous avez de très grandes chances que quelqu'un vous rattaque derrière, que ce soit les kobolds, que ce soit les joueurs, que ce soit les unités hostiles de la carte. Dès qu'il y a une nouvelle zone qui est prise à un autre joueur, vous êtes à peu près sûr que vous allez vous manger une attaque derrière. Maintenant que nous avons récupéré la zone, je vais vous montrer un truc. Vous pouvez faire la cabane de pêche, non loin du poisson. Alors vous pouvez la mettre n'importe où sur la carte, mais c'est préférable de le mettre proche, vu que vous n'avez que 2 unités, voire 3, sauf pour un clan, mais je vous le montrerai plus tard. Et également de mettre un silo pour augmenter la puissance de production. Petit point avant la victoire. Vous voyez qu'il y a sur la minimap, enfin un peu au-dessus, vous voyez les saisons, il y a surtout un affichage, c'est une attaque de Draugr. Alors je vais gagner juste avant, vous voyez la zone là. Ces Draugr peuvent apparaître n'importe où sur la carte et vous attaquent plus ou moins violemment selon votre puissance militaire et aussi le temps de jeu. Vous voyez également que une fois qu'on a gagné, il montre toutes les actions en mode rapide de ce qui s'est passé. Ça peut être assez intéressant si vous avez perdu surtout. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je vais désormais vous expliquer quels sont les avantages du clan du cerf. Alors, il commence déjà avec 75 de nourriture, d'argent et de bois en plus. Il commence également avec 40 de savoir supplémentaires. Il a également un bâtiment exclusif comme tous les clans,
Je vous ai déjà expliqué son intérêt. Il a également 2 bonus de renommée. Lorsque vous en avez 200 de renommée, vous avez 150 de bois, d'or et d'argent en plus, 75 de savoir, également 10 de pierre. Au deuxième palier, vous avez également l'amélioration de production de tous vos bâtiments de 10%, plus un bonus selon votre quantité de renommée. Vous avez également la relique unique pour eux. Je ne vous ai pas montré comment on les fabriquait. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous expliquerai dans les détails quels sont les intérêts des reliques. Sur ce, merci d'avoir regardé. À la prochaine.